Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais partager aujourd'hui une expérience avec vous qui continue encore à me marquer. C'est l'histoire d'un entrepreneur, un homme brillant, talentueux, passionné, avec une entreprise innovante, un projet qui marche, chiffre d'affaires en croissance, notoriété en train d'être construite. Sur le papier, tout allait bien, mais à l'intérieur, quelque chose clochait, quelque chose que ces chiffres me murmuraient à l'oreille, mais que lui n'arrivait pas à entendre. Vous savez, en finance, on a l'habitude de dire que les chiffres ne mentent pas. Mais ce qu'on oublie et ce qu'on omet systématiquement, c'est que parfois ils peuvent nous raconter des chiffres et des éléments extrêmement glorieux pour cacher des vérités dérangeantes. Cette expérience, je vais la partager avec vous parce qu'elle incarne mieux que quelconque théorie, pour moi, le thème qui nous réunit aujourd'hui. Du potentiel à la preuve. Le potentiel, le dirigeant et l'entreprise l'avaient. La preuve, il lui restait à la construire. Imaginez la scène. Paris, 10 heures du matin, cabinet d'expertise comptable d'audit. Le dirigeant se présente. Le sourire aux lèvres, il commence à montrer ses chiffres. Courbe de chiffre d'affaires en croissance, équipe qui s'agrandit. Et cerise sur le gâteau, il veut réaliser une levée de fonds. De mon côté, je l'observe, je hoche la tête, je souris, mais j'ai mon esprit critique qui est en train de faire son travail. Je finis par lui poser une question simple, presque bête. Ok, le chiffre d'affaires de la société augmente, mais qu'est-ce qui augmente avec? Parce que vous savez, en finance, rien n'augmente jamais tout seul. Lorsque le chiffre d'affaires d'une société augmente, il a toujours des compagnons de voyage avec lui. Alors on a les bons compagnons de voyage, ceux qu'on aime bien, mais il y a surtout les mauvais compagnons de voyage, ceux qui sont un peu louches, qu'on n'aime pas trop. La croissance qui baisse, la marge qui se détériore, les charges, les dettes fiscales et sociales qui augmentent. Et dans ce dossier, plus je regardais les éléments, et plus j'avais l'impression que les mauvais compagnons prenaient toute la place dans la voiture. Nous nous sommes donné rendez-vous avec le client 2 semaines plus tard, parce qu'il voulait que je regarde ses prévisionnels. Il voulait que je lui montre ce que je pensais, que je lui dise ce que je pensais des différents éléments qu'il me présentait. C'était parfait parce que moi, ça me laissait 2 semaines pour confirmer ou infirmer mes craintes. Le jour J, le client se présente. Je lui demande de s'asseoir, je lui dis on va observer tes métriques ensemble parce qu'il y a certaines choses que j'ai constatées. Et je commence à lui présenter les différents signaux que j'ai identifiés. Premier signal, le résultat d'exploitation de la société qui baisse. Alors, ce n'était pas une baisse incroyable, c'était une baisse progressive, lente, sur plusieurs mois, mais une baisse quand même. Deuxième signal, la dépendance client et les délais de paiement. Historiquement, le client principal de la société représentait 25% du chiffre d'affaires. L'année précédente, il est monté à 40% du chiffre d'affaires. Et sur la donnée que moi j'étais en train d'analyser, on était sur 50%. Vous connaissez tous l'optimum de Pareto, ce fameux principe qui consiste à dire que 80% des effets proviennent de 20% des causes. Dans notre cas de figure, on avait un optimum de Pareto maison, un client pour 50% du chiffre d'affaires de la boîte. Pas besoin d'être un spécialiste en finance pour comprendre qu'on est en face d'une situation un peu dangereuse. Le jour où cette poignée de main qui soutient ce chiffre d'affaires décide de se retirer, c'est l'entièreté de la boîte qui est en danger. Au-delà de ça, on avait un sujet au niveau des délais de paiement pour ce même client. Historiquement, il payait à 30 jours. Progressivement, on est monté à 40. Et là, on pouvait atteindre des pics de paiement à 60 jours. Et chaque jour de paiement en plus, c'est de la trésorerie qui n'est pas dans la société. C'est une société qui respire un peu moins bien. Lorsque j'ai présenté ces éléments à mon client, il était un peu étonné, mais il restait encore un dernier signal que je devais lui présenter. Et c'était le signal le plus important. C'était celui de la sécurisation contractuelle. Le fameux client principal de la société avait son contrat qui avait expiré. C'était un contrat qui garantissait un minimum de commandes et de livraisons pour la société sur l'année. Et ce contrat n'avait toujours pas été renouvelé par la société et avec son partenaire. Et lorsque je présentais ce point au client, il me regardait en souriant, il m'a regardé en souriant et m'a dit «
Non, mais t'inquiète, Aboubacar, je le connais très bien, ça va se signer. Alors, spoiler alerte, en finance, le t'inquiète, ça va se signer, ça ne marche pas. Et ça inquiète plus qu'autre chose. Vient alors ce moment où on se dit qu'on est obligé d'annoncer, de présenter à quelqu'un qui porte un projet à bout de bras depuis plusieurs années, que le projet qu'il aime tant, qu'il a chéri, qu'il a construit est en danger. Mais il fallait le faire, parce que tout délai supplémentaire, c'était un délai qui faisait que la société se mettait encore plus dans une situation complexe. J'ai alors commencé à lui parler de son BFR, son besoin en fonds de roulement. Ce fameux agrégat qui décide si une société peut respirer ou pas. Le principe est assez simple. À variable constante, lorsque les délais de règlement client augmentent, le BFR de la société enfle. Et quand le BFR enfle, la société respire mal. Dans notre cas de figure, j'avais analysé les prévisionnels du client, j'avais sorti mes outils, et le constat était tombé froid comme un bilan comptable. Dans le pire des scénarios, il ne restait à la boîte que 10 mois de trésorerie. 10 mois entre la société et une potentielle procédure collective, ou pire, une liquidation. Et là, il y a eu ce silence. Ce silence tellement caractéristique des gens qui comprennent, des dirigeants qui assimilent. Ce n'est pas un silence de résignation, c'est simplement une bascule. À ce moment où le client, ce dirigeant, sort du déni et arrive dans une situation où il comprend qu'il y a vraiment un problème à adresser. À ce moment-là, on a pu commencer à travailler. On s'est retroussé les manches. On a travaillé pas avec une baguette magique parce que ça n'existe simplement pas, mais avec méthode, assiduité. Parfois, il y a eu quelques moments de tension, souvent avec beaucoup de café, mais ça s'est bien passé. On a décidé d'adresser 3 chantiers en priorité. Le premier chantier était l'analyse des coûts de la société. On a descendu chaque ligne de charge de la boîte. Et on s'est posé une question simple. Qu'est-ce qui est indispensable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que croyez-moi, dans chaque entreprise, il y a des lignes de charge qui subsistent, qui survivent seulement par la force de l'habitude. Deuxième chantier à adresser, les délais de règlement fournisseurs et le factoring. Il est assez facile de comprendre que lorsqu'on paye ses fournisseurs à 15 jours et que dans le même moment, on a nos clients qui nous payent à 40 jours, il y a un déséquilibre qui se crée. Un déséquilibre qui est assez dangereux pour la société. Donc on a négocié avec les fournisseurs de la boîte pour essayer d'aligner au maximum les délais de paiement sur ceux des clients. Négocier, mais de façon respectueuse, en prenant en compte leurs besoins, de telle façon qu'on n'a pas fracturé la relation que mon client avait avec ses différents fournisseurs. L'autre point qui était important, c'était la mise en place d'un système qu'on appelle le factoring, sur les créances les plus importantes de la boîte. Le principe est que la société cède ses créances à une banque, et en contrepartie, la banque lui verse du cash qui correspond à ces créances-là, et va retirer une commission, une petite commission. Bon, le petit, ça dépend de la banque. Mais elle retire sa commission et verse du cash à la société. L'avantage, c'est que la société a directement de la trésorerie qui est là, qui est active, et qui lui permet de respirer. Le dernier chantier qu'on a décidé d'adresser, et qui était un chantier extrêmement important, c'est celui de la sécurisation contractuelle dont je vous parlais. On a pris 3 mois pour négocier avec le client de la boîte. Ce fameux client qui représentait 50% du chiffre d'affaires. Les négociations étaient parfois tendues. Parfois, on a eu des moments de doute. Est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose? On lui proposait le bon contrat, la bonne version. Mais à la fin des 3 mois, on avait signé avec lui un contrat pluriannuel sur 5 ans. Un contrat où on lui proposait un prix qui était dégressif, un peu plus dégressif que ce qu'on avait déjà, mais qui l'incitait à s'engager sur la durée. Cette histoire que je vous raconte remonte déjà à quelque temps. Aujourd'hui, cette entreprise va bien. Sa trésorerie est stable.
Le chiffre d'affaires est toujours en croissance. Et vous savez, ce dirigeant, le dirigeant, celui qui me disait à l'époque, Aboubacar, t'inquiète, ça va bien se passer, est devenu un dirigeant qui maîtrise complètement ses métriques et accessoirement un de mes dirigeants préférés. Pour conclure, je vais vous laisser avec les deux principaux enseignements que cette histoire m'a laissés. Le premier enseignement, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Toute situation identifiée à temps peut être adressée. Alors, pas par magie. Il faut, à mon sens, la réunion de 3 ingrédients. De l'énergie, de la conviction et, très important, de l'expertise. Deuxième enseignement qui est tout aussi important pour moi, c'est que le potentiel, c'est ce qui vous fait démarrer une activité. Lorsque cette dernière a commencé, vous devez au fil du temps faire le nécessaire pour garantir sa pérennité. Garantir sa pérennité, c'est là que vous montrez la preuve de votre activité. Je vous remercie pour votre écoute.